Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie-Pierre. Bon matin. Allô Cynthia. Aujourd'hui, on te reçoit pour la première fois sur le podcast. Bienvenue. Merci de m'accueillir. En étant des électrons libres, nous, en fait, on a plusieurs invités off the road qu'on appelle. Puis, on t'a déniché. Tu nous as trouvés un peu aussi par la bande. Puis, on avait vraiment hâte de t'avoir. Fait que pour commencer l'épisode, en fait, on aimerait ça que tu te présentes, que tu nous expliques ce que tu fais dans la vie. Puis, toi, en étant doula, c'est quoi que ça fait dans ce métier-là, en fait? C'est quoi vos spécialités, puis vraiment à quoi vous touchez là, pour que les gens qui savent pas c'est quoi ce métier-là puissent se retrouver un peu à travers ça. Parfait. Ben, mon nom, c'est Cynthia Gébrunel. Je suis principalement une maman de 2 enfants. J'ai aussi, en effet, travaillé toute ma vie professionnelle avant d'être doula dans le domaine automobile. Ce qui souvent clash quand j'explique ce que je fais maintenant parce que j'étais vraiment dans les pneus, les freins, la suspension, tout le kit, mais du côté administratif. Puis je vous le nomme parce que ça fait beaucoup partie de ce que je fais aussi. J'ai un côté planification, organisation dans mon rôle de doula qui est vraiment particulier à ma personne. Donc, je trouve ça toujours drôle de le nommer. Puis, ça prouve aussi qu'on peut faire des changements de carrière, peu importe d'où on vient, tu sais. Donc, oui, j'ai été dans le domaine automobile. Puis, en janvier 2020, j'ai décidé de commencer mes études pour être une doula en fin de vie. Les doulas, en fait, on les connaît plus en termes de naissance. Donc, des accompagnantes à la naissance, doulas de naissance. Et dernièrement, en fait, dans les dernières années, surtout dans le Canada anglais, il s'est développé les doulas de fin de vie. Et au Québec, on est encore un petit peu en retard. On va avouer qu'ici, parler de la mort, c'est encore un sujet qui est très tabou. Ça l'est partout, mais au Québec, on est encore dans le catholique, le paradis, Jésus qui a ressuscité, tout ça. Fait qu'aller parler d'une personne qui accompagne les gens puis qui dit ben parle-moi de tes peurs, parle-moi de tes croyances, tu sais comment tu te sens par rapport à ta mort, puis c'est un peu déroutant. Des fois, c'est un petit peu confrontant de savoir qu'il y a des personnes qui sont à l'aise d'affronter le sujet. Donc, au Québec, oui, on a un petit retard là-dessus, mais quand même, on se connaît tous. C'est ça qui est le fun en ce moment. Les doulas de fin de vie, au Québec, on se connaît tous quasiment. Donc, c'est un petit réseau. On est en fait dans les maisons de soins palliatifs ou à domicile principalement. Parce que dans les hôpitaux, il y a déjà les intervenantes et les guides spirituels qui peuvent aider, qui font de l'accompagnement sur les heures, là, bon, du 8 à 5. Là, donc, c'est très différent comme type de travail. Les deux ne sont pas en opposition, les deux vont bien ensemble, mais ça fait quand même qu'on a moins besoin d'aller dans les hôpitaux. Surtout avec l'année qu'on vient de vivre. On n'avait pas nécessairement la place non plus à y aller, même dans les résidences. Habituellement, c'est des endroits où on pouvait se déplacer. Et là, ça a été interdit. Mais en fait, c'est ça, on travaille à domicile surtout, maison de soins palliatifs aussi parfois, quand il n'y a pas nécessairement le personnel, parce que les maisons de soins palliatifs, ça fonctionne vraiment avec les dons. C'est des organismes qui fonctionnent entièrement avec les bénévoles, les dons, les événements bénéfices et tout. Donc, parfois, oui, on les employés pour faire de l'accompagnement, parfois non. Donc, encore là, ça dépend des régions. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on joint une famille et la personne en fin de vie avant le décès. On fait de la planification, que ce soit la paperasse, que ce soit qui on a besoin de contacter, le comptable, l'avocat, le notaire, mais on va aussi créer un legs émotif, donc enregistrer des vidéos pour laisser à la famille, aux enfants, aux petits-enfants. On va aussi démystifier beaucoup c'est quoi la mort, c'est quoi les peurs, autant de la personne en fin de vie que de la famille. Tu sais, pour faire un parallèle, les doulas à la naissance, ils vont se coller au couple.
Mais en fin de vie, on se colle à beaucoup, beaucoup de monde des fois. Il y a des familles qui vont vivre ça vraiment là, en mini-groupe. Là, ça va peut-être être le conjointe puis les enfants. Mais parfois, on a les sœurs, les frères, les tantes, puis on se ramasse à être une grosse bulle. Puis tout le monde a ses propres peurs, a ses propres limitations face à la mort. Fait que c'est beaucoup, on éteint beaucoup de feu, en fait. Et on apaise beaucoup les gens, mais il faut être assez flexible dans notre façon de penser. Il faut être assez objectif pour dire, ben, ce que cette personne-là croit, ben, même si moi, c'est pas ça du tout, il faut que je sois quand même capable d'être en mesure de l'apaiser. Donc, ça l'amène une tangente qui est vraiment complexe quand même, parce que nous, on ouvre la porte à parler de la mort. Puis ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment tabou, mais en même temps, quand tu dis « c'est correct, tu peux m'en parler », ben là, tout va sortir. Puis les deuils des 25 dernières années, là, on va se les faire nommer back-à-back, puis je me suis sentie comme ça, je l'ai vécu comme ça. Puis là, on laisse l'espace, tu sais. Fait que c'est très beau de voir ça. Puis, finalement, ça, c'est le avant. Puis, vous pouvez me le dire, hein, parce que moi, je m'emporte quand je parle de ça. Non, mais non, pas de stress. Non, mais c'est parfait. Je suis trop passionnée. Mais moi, en fait, juste un truc, moi, la plus belle image qui me vient en tête, c'est une organisatrice de mariage de mort. Ben, c'est fou à quel point que, justement, si on avait cette perception-là de comme... Je veux, tu sais, pour vrai, je pensais que, tu sais, moi, tu sais, accompagnante en fin de vie, je pensais jamais associer le mot doula à ça, premièrement. Mm-hmm. Puis, être accompagnante en fin de vie, pour moi, c'était quelqu'un qui tenait la main, puis que, genre, c'est comme, ben, écoute-moi, là, puis that's it, mais je pensais pas qu'il y avait comme tout cet aspect organisationnel, puis ouverture et discussion. Oui. Et c'est comme, Chris, ça a l'air hot, le mourir, finalement. Tu sais, comme genre, mettons que je pourrais me gérer ma mort, là. Je veux dire, c'est comme... Ouais. Moi, j'aime les événements. Fait que, tu sais, déjà en partant, comme ça me parle beaucoup. Puis on dirait que ça comme apaise un côté de la peur du après, la peur de comment ça va arriver, est-ce que je vais être tout seul. Juste le fait de... Tu sais, moi, je suis célibataire sans enfant. Il y a comme une chance sur deux, je meurs tout seul. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme au-delà de... Ben, crime, tu sais, puis je dois pas être ça, je veux dire, les gens, ils font plus ça, des 8 enfants, là, back-à-back. Non, puis, c'est des petites familles, oui. Ouais. Tu sais, c'est... En tout cas, mariage, moi, je pense que c'est ça. Mais puis c'est drôle que tu le mentionnes parce que c'est ça aussi. Puis tu sais, comme je disais tantôt quand j'ai parlé de planification, puis que c'était propre à ma personne, c'est vraiment parce que les douleurs en fin de vie, il y en a qui vont vraiment se concentrer juste sur le spirituel. Il y en a qui vont se concentrer sur, oui, tenir la main parce que pour certaines personnes, c'est ça qu'ils ont besoin. Mais moi, j'attire les clients qui ont ce besoin-là de célébrer leur départ, de préparer un party parce que c'est vraiment ça, moi, qui me fait triper. Tu sais, cette expérience personnelle puis qui vaut beaucoup dans qu'est-ce que je suis devenue. Ma mère, elle a eu le temps de choisir tout ce qu'elle voulait pour ses funérailles. Elle a fait faire des patchs de moto pour ses amis qui font de la moto avec sa moto à elle gravée dessus, la date de son décès. Fait que tous ses amis motards dans le Québec, là, ils ont une petite patch sur leur veste de cuir. Elle a tout pu organiser les fleurs qu'elle voulait. Elle voulait pas de sandwich. Elle voulait des tapas, des sushis. Ça a coûté un bras, mais elle a vraiment, là, elle a tout décidé ce qu'elle voulait. Puis, dans le fond, elle voyait ça comme son dernier projet. C'est mon dernier party, tu sais. Puis, j'ai eu un client qu'on a organisé ses funérailles pendant qu'il était encore vivant. Parce que c'était le COVID, puis il n'avait pas vu ses amis depuis très, très longtemps. Fait que pour lui, de faire des funérailles vivantes, ben ça fait qu'il pouvait leur dire au revoir. Oh. Puis j'étais la première à dire, voulez-vous qu'on prenne un petit shooter de rhum? T'sais, toute la gang ensemble, ce serait le fun, puis qu'on lève un verre à votre santé. Puis ça a été un beau moment. Là, fait que moi, ça me fait triper d'organiser des cérémonies de vie, vraiment, parce que la personne n'est pas décédée encore. Dans ce cas-là, elle était là. C'était vraiment son dernier party. Puis même pour ma mère, elle était décédée, oui, quand on a vécu ça, mais je suis quand même convaincue que de partir en sachant qu'on a fait nos funérailles selon ce qu'on voulait, ben c'est comme une reprise de pouvoir un petit peu. Oui. Puis de dire, j'ai encore le contrôle, dans le fond, là-dessus. Au moins, je peux décider comment je vais partir, Fait que c'est trippant. Moi, je trouve ça vraiment hot de faire des choses comme ça. Je le dis souvent à mes funérailles, je veux que ce soit comme un mariage.
sais, je veux qu'on s'en rappelle. Puis, j'ai pas envie que les gens pleurent tout le long. Tu sais, fait que faites des jokes. Donnez de l'alcool. J'aime ça boire. Donnez de l'alcool à tout le monde. Saoulez-vous. Je vais être pas loin, puis je vais vous regarder, puis je vais rire en maudit, tu sais. Fait que c'est dans mon rôle de doula, là, c'est vraiment le avant, je tripe ma vie, vraiment. Autant qu'on gère des situations qui sont, tu sais, des émotions vraiment intenses, puis vraiment difficiles, autant de créer ce dernier projet-là ensemble, c'est tellement beau. Puis c'est là qu'on amène un peu de lumière dans tout ça, parce que oui, mourir, on a une vision super morbide de la chose, là, puis je peux pas dire que ça a été très beau mourir en 2020 et 2021. Vraiment pas. Mais je tiens mon mot là-dessus que ça ne devrait plus jamais arriver. Parce que mourir, c'est aussi important que naître. Puis quand on est là, on est des mois à planifier. Quelle poussette que je veux? Celle à 800 ou celle à 1500? OK, si je fais du off-road, es-tu correct? OK, puis by the way, les biberons, je prends ça en verre ou en plastique. Hey, on fait ça, là. Beaucoup trop d'avance. Puis il y a des livres, puis il y a des livres. Puis j'étais comme Jean-Christy, il y a 60 ans, personne ne lisait sur la naissance. Pourquoi faudrait que tu saches que tu lises les 360 livres de la naissance, de comment bien vivre, tout ça? Puis c'est pas mal, je veux dire, si ça a le lieu d'être, tant mieux, OK, c'est correct, mais il reste que, justement, autant que, puis on le voit que c'est vraiment comme culturel et religieux. Exact. Je veux dire, on en parlait dans l'épisode d'Anne, comme quoi que les Orientaux, pour eux, c'est vraiment comme un rite de passage. On pense juste aux Mexicains, avec la fête des morts, où est-ce que les gens vont... C'est des banquets, c'est une célébration dans la ville, avec les costumes et tout. Puis, parce que, justement, c'est au-delà de célébrer... En fait, c'est pas juste de célébrer la fin de quelque chose, mais c'est plutôt célébrer qu'est-ce qui a été. Ben oui, la vie de cette personne-là. Ben oui, puis c'est hyper important. Puis, on a déjà été comme ça au Québec aussi. À la fin du 20e siècle, là, ça a complètement changé, mais avant ça, c'était une histoire de village quand quelqu'un décédait. Là. C'est pas vrai que la veuve allait cuisiner pour ses 8 enfants. Là. Non, non, le village s'y mettait. On lui faisait des repas pour le mois, on l'aidait avec toutes les tâches qu'elle avait à faire, on faisait les funérailles à la maison de A à Z. Ouais. On a finalement, avec l'industrialisation et tout, puis évidemment, là, les bébés, à un moment donné, avant les bébés, premièrement, les enfants mouraient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et plus qu'on peuple, plus qu'il y a de morts. Ça vient avec. Puis à un moment donné, il y a trop de gens qui mouraient. Là. Il y a aussi un épisode, il y a eu des guerres là-dedans, il y a eu plein de choses. Fait qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus s'occuper de nos morts comme on faisait avant. Donc, est apparu les salons funéraires. Est apparue la bureaucratie dans la mort. Est apparu les gens qui disent « c'est correct, je vais venir ramasser ton mari, puis tu n'as plus rien à faire ». Sur le coup, ça avait l'air d'une bonne idée. Excusez là, ma voix, là, je sors d'un rhume. Mais sur le coup, ça avait l'air d'une très bonne idée, mais puis ça l'est encore aujourd'hui. Je veux dire, des services funéraires, c'est super, sauf qu'en même temps, ce que ça l'a fait, c'est qu'on est devenu, on n'est plus responsable, en fait, de notre mort et de la mort de nos proches. Donc, on est complètement déresponsabilisé. On n'a aucune idée du moment qu'ils viennent chercher le corps avec ce qui arrive. Mais il y en a qui vont dire on n'a pas tant besoin de le savoir. Ben, moi, je pense que si on savait exactement ce qui se passait, on en aurait peut-être moins peur. C'est vrai. On n'est pas obligé de savoir tout le processus technique là, pour embaumer et compagnie, non. Mais quand même, il y a une différence pour les endeuillés qui ont perdu quelqu'un à domicile, puis qui s'en ont occupé, qui les ont lavés, qui ont fait des massages, qui ont chanté des chansons qui étaient là lors du dernier souffle, versus quelqu'un qui part dans un milieu hospitalier, avec la machine qui fait bip, 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 le monde qui passe dans les corridors, aucun environnement. Là. Il y a une différence sur le deuil, je vous le confirme. Ouais. Et l'environnement, l'ambiance dans laquelle on décède, pour les proches, là, pour les survivants, là, c'est archi important, mais on a perdu ça parce qu'on n'a plus aucune idée de c'est quoi la mort, sauf que c'est la pire chose qui peut nous arriver. Mais en même temps, c'est la pire, mais c'est la seule certitude que l'on a. Dans la vie. Oui, exactement. Je pense que c'est l'étape où on est le moins préparé
inconsciemment. Tu sais, en fait, consciemment, on n'est pas préparé pas en tout. On veut pas. Ouais, c'est comme genre, c'est le plus gros déni de l'univers. Genre de comme, hey, by the way, ça se peut, demain je meurs. Ben oui. C'est fou, là. Je pourrais sortir de notre entrevue, traverser la rue puis me faire frapper. Ouais. Mais on est mieux se dire que ça n'arrivera pas puis que ça arrive aux autres. Ah, c'est sûr que ça arrive tout le temps aux autres, mais oui. C'est sûr que ça arrive tout le temps aux autres. Puis, tu sais, je peux vous dire, pour voir des gens mourir à répétition, parce que, tu sais, oui, je suis doula puis je m'occupe de certaines personnes, tu sais, en one-on-one, mais les lundis, je suis dans une maison de soins palliatifs, là, puis, tu sais, il y a 12 personnes dans cette maison-là. Là. Puis, à chaque semaine, il y en a qui sont partis, puis on les habille, ces personnes-là, après leur décès. Puis on leur parle, même s'ils sont partis, pendant qu'on les habille, puis on est comme, mon Dieu, monsieur, vous avez choisi un chandail pas super facile à mettre, puis on rit, tu sais, puis on leur jase parce que pour nous, c'est rendu tellement normal. Tu sais, on se dit, je suis qui, moi, pour me dire que je suis irremplaçable? Je suis qui pour dire que moi, je peux pas mourir parce que mes enfants seront plus capables après, parce que mon chum va être dévasté? Tu sais, des familles qui se séparent parce que la maman ou le papa décède, là, ben, c'est du quotidien. C'est du quotidien pour nous. Fait qu'à un moment donné, on descend de notre piédestal puis on se dit, ben, c'est juste ça la vie. Je suis qui, moi, pour ne pas vouloir mourir? Aller contre le sens de la nature. Tu sais, je pense on est juste, les humains, on s'est comme un peu enflé la tête à se dire qu'on est donc bien hot, comme on est une civilisation développée, mais dans l'univers, on est probablement des fourmis. Là. Puis le cycle vie-mort-vie, ben, pour toutes les espèces, il existe. Fait que c'est des grosses réflexions qu'on a à... Tu sais, ça, je vous en parle, mais je dois en parler avec des gens qui sont proches de mourir ou la famille qui n'accepte pas que la personne va mourir. Puis, tu sais, c'est sûr que j'en parle pas aussi. Là, on en parle, puis il n'y a pas personne qui est en situation de mort ici, là, mais tu sais, il y a beaucoup plus de délicatesse, puis de... Mais c'est quand même... tu te dis, il y en a vraiment là, qui n'ont jamais pensé perdre leurs proches. Là. Ils n'ont jamais pensé, même si leur mari a 87 ans, qu'il allait mourir. Moi, des fois, je suis là et je me dis, madame, vous avez 87 ans, là, tu sais, on ne veut pas le voir, mais c'est ça pareil, tu sais, ça va arriver, ça allait arriver, c'est sûr, tu sais. Puis c'est beaucoup plus difficile de faire des préparatifs quand on est rendu là, à tenir la main, justement, puis que de le faire d'avance. Puis, tu sais, de dire 4 sur table, moi, c'est ça que je veux quand que... Tu sais, c'est un peu comme faire un testament, là. On devrait tout planifier notre fin de vie. Je vous le dis, là, on devrait tout le faire. Même si on a 20 ans, même si on a 30 ans, on devrait tout faire ça. Juste parce que ça nous redonne un petit peu de contrôle. Puis ça, dans mon rôle de doula, ben, c'est un peu quelque chose que je mets de l'avant puis que je veux vraiment là, mettre en valeur parce que on le fait tellement pas, puis c'est ça qui nourrit notre peur, en fait. C'est moins on en parle, plus on a peur. C'est un cercle vicieux. Ben oui, puis c'est que, tu sais, aussi, je pense que, tu sais, il y a plusieurs volets à ce que tu viens de dire. Je vais faire mon Christian Bégin. Alors, une question en deux volets. En 2 volets. Mais en fait, c'est que, et si on arrêtait d'avoir peur de mourir, parce que la plus grande peur qu'on devrait avoir, c'est de ne pas vivre, point. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, si je vivais chaque jour consciemment, comme si c'était le dernier, pour vrai, je veux dire, ça a l'air très, très spirituel et très ésotérique, mais tu sais, est-ce que je peux être dans l'action aujourd'hui et maintenant pour vivre la vie que j'ai vraiment envie? Oui. Tu sais, c'est comme, moi, j'ai tout le temps dit, la journée où j'ai arrêté de dire, je ne sais pas ce que je vais être dans 2 semaines, ben, c'est fou comment que à chaque fois, c'est comme, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il pourrait arriver un paquet d'affaires qui feraient en sorte que c'est pas la vision que j'ai, mais consciemment, c'est comme, ben, j'ai envie de vivre des affaires, OK, mais on va mettre ça sur une feuille, c'est un plan, c'est quoi les actions qui viennent avec le plan, puis on va mettre le plan en marche, c'est tout. Puis aussi, je pense que si on avait, tu sais, comme dans le fond, je pense que chaque famille, chaque personne devait se conscientiser plus sur la mort pour la simple... Tu sais, je veux dire, si moi, j'en parle ouvertement... Moi, dans ma famille, on en parle ouvertement. Tu sais, mon père, ma mère, mes parents sont... Tu sais, je veux dire, ils en ont plus de fait qu'il en reste, là, mettons. Oui. Ben,
sont rendus de l'autre bord de la moitié, là. Ouais. Mais c'est justement de dire, hey, by the way, tu veux ça comment? Tu sais, c'est parce que moi, je suis une personne très festive, autant que ma mère, c'est une introvertie qui aime un peu la solitude ou comme c'est vraiment du 1 à 1. C'est sûr et certain que je ne vivrai pas des funérailles. Tu sais, je veux dire, je la vois pas la mettre au milieu de funérailles Great Gatsby, mettons. Ouais, c'est ça. Mais C'est moi, pas toi qui ferais. ben c'est ça. Fait que, je pense qu'il est là aussi le respect. Puis en étant capable d'en parler vivant, je crois que le moment où est-ce que ça arrive, c'est comme faire des visualisations. Tu sais, comme tu le vois, tu le crois. Tu sais, en fait, c'est comme quand ça arrive pour vrai, c'est comme tu es comme un peu moins surpris. C'est sûr que ça n'enlèvera pas la peine, la tristesse, l'injustice, la colère, si ça a lieu d'être. Mais je pense qu'il va y avoir comme une espèce de. Plus qu'on en parle, plus que justement, ça va être démocratisé. Puis aussi l'aspect de mieux accepter pour la famille qui reste. Parce que je pense que la peur de la mort des gens qui meurent, puis là, ça, tu pourras m'arrêter si c'est pas vrai, c'est beaucoup plus de comment ils vont faire quand je serai plus là. De les laisser, oui. Oui, pour ceux qui restent. Parce que, tu sais, moi, un coup, je vais être morte. Moi, être morte. Tu sais, c'est comme genre, OK, à part d'avoir le regret de ne pas avoir fait certaines choses, de ne pas avoir dit les choses aux personnes, au-delà de ça, moi, être morte. Oui. C'est vraiment pour ceux qui restent, je pense que c'est le... Ben oui, puis c'est le message numéro 1, là. Ma mère restait ses petits-enfants, là. Puis elle m'a dit, t'es trop jeune pour être seule, t'es trop jeune pour avoir perdu, pour perdre ta mère. J'étais comme, Maman, j'ai mon chum, j'ai mes enfants, j'ai ma soeur, j'ai mon père, je vais être correcte. Puis elle avait juste besoin de se faire dire, je vais être correcte. Mais je le vois à tous les gens quasiment que je rencontre qui sont en situation de fin de vie. Je ne veux pas laisser mon mari. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va descendre. Les personnes âgées, là, c'est fréquent quand il y en a un qui décède, l'autre, ça ne prend pas beaucoup de temps. L'autre se laisse aller. Puis je pense que nous, on en parle, on a 30 ans, mais les personnes qui ont 80, ils savent aussi ça. Fait puis ils ont raison dans un sens. Quand on est rendu à cette étape-là, là, si tu as vécu 60 ans avec la même personne puis qu'elle décède, là, c'est quoi ta raison de vivre? C'est pas pareil comme mon père qui a perdu sa femme à 50 ans. Il reste une moitié de vie à vivre. Il y a plein de choses qu'il peut faire. Mais quelqu'un à 80, tu vas faire quoi à part écouter mes téléromans, À un moment donné, c'est ça aussi, c'est que les situations sont tellement uniques, intimes. Il faut vraiment là, c'est ça qui fait que c'est difficile de ne pas être capable d'en parler parfois avant. Parce que, comme tu disais, toi, ta mère est super introvertie, mais mettons que vous n'avez jamais parlé de ça. Toi, tu organises ses funérailles, puis tu dis, des funérailles nice, là, ce serait ça, OK? La musique, qu'on soit habillé de telle façon. Fait, parce que toi, t'aimes ça, tu vas organiser les funérailles de ta mère à cette façon-là. Parce que vous n'aurez pas parlé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Mais là, au final, les gens qui vont venir voir ta mère au salon, ils vont faire, ouais, on la ressent pas, on la reconnaît pas. Fait que, pas que ça va venir compliquer le deuil, mais quand même, ça va peut-être être un petit peu moins réconfortant que si on arrive dans une ambiance, dans une célébration qui est vraiment à l'image de la personne. Ouais, parce qu'avec le deuil, la réaction des gens, moi, quand j'étais ado, j'ai perdu ma meilleure amie, puis, juste la voir dans le cercueil, il y en a, oh mon Dieu, on la reconnaît pas. Chris, je veux dire, je comprends que l'embaumeur, c'est pas de quoi qu'elle a l'air habituellement, puis il a peut-être mis un peu trop de maquillage puis tout, mais comme ta gueule, genre rendu là. Oui, rendu là, c'est ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui est exactement pareil dans le cercueil. Là, je vous le confirme. Ils ont tous l'air un petit peu botox puis un peu trop. Ah oui, il y a un gonflement naturel puis il y a plein de choses qui se passent. Là, mais... Il y a plein de choses qui se passent dans le corps. T'sais. Puis en même temps, de plus en plus, les gens, puis là, on divague encore, mais de plus en plus, les gens ne veulent pas avoir de cercueil ouvert. Parce que, premièrement, les coûts sont extrêmes. Là. Je veux dire, ça coûte très, très cher. Puis, deuxièmement, ils ne veulent pas que les gens les voient. Mais moi, j'aimerais dire, s'il y a quelqu'un ici là, qui pense ça, parce que ça va être plus facile pour les autres de ne pas les voir, au contraire. Ma mère, au début, elle ne voulait pas ça. Moi, j'ai dit, Mom, je te le dis, trouve ton cercueil. Là. On a tous besoin de te voir. C'est pas tout le monde qui t'a vu à l'hôpital en ce moment.
On a besoin, tes amis du collège ont besoin de te voir, tes cousins, cousines ont besoin de te voir. Je te le dis, tu nous ferais le plus beau cadeau d'accepter d'être dans le cercueil ouvert. Puis, les messages qu'on reçoit encore, là, c'est merci d'avoir fait ça. Merci de nous avoir permis de la voir, de nous avoir permis d'y tenir la main. C'est tellement plus facile après de dire au revoir à une personne quand tu as pu la voir physiquement pour une dernière fois. Là. C'est hallucinant. Hallucinant la différence que ça fait. Mais oui, t'appréhendes le moment de je traverse la porte puis je vais la voir. Oui. Mais pour avoir vécu les deux, tu sais, quand tu rentres puis que t'as juste une urne puis des photos, c'est tellement moins concret. Tu sais, oui, le choc sur le coup, il est moins là, mais après ça, t'es comme, ben, peut-être que je vais le recroiser dans la rue, mais non, mais tu sais, c'est comme, il y a un peu plus de déconnexion, moi, je trouve, personnellement, pour avoir vécu les deux, là. Puis pourquoi tu veux pas aller là? Pourquoi tu veux pas aller devant un cercueil ouvert et que ça te fait sentir tout croche? Ben, c'est parce que tu deviens vulnérable. Tu vas libérer beaucoup plus tes émotions si tu la vois en personne, la personne. Tu sais, là. Mais les gens veulent pas aller dans cette vulnérabilité-là. C'est bien plus facile de voir une urne dans le fond puis de dire, ah bon, ben. C'est le fun. Ouais, c'est ça. Ça a été un beau moment. J'étais contente de t'avoir connu. Puis... C'est ça. Mais quand tu la vois, là, tu pleures. Puis t'es fâché. Puis, mais c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Il faut que ça sorte. Tu sais? Ouais. Tu allais dire quelque chose, Marie-Pierre? Ouais, j'étais comme... Non, ben c'est en fait, moi, c'est ça qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu nous parlais du côté garagiste. Oui! Qu'est-ce qui t'a amené à la mort? Tu sais, comme la mort de la carrosserie en tant que... La mort de la carrosserie, ouais, la carrosserie, tu sais, avec la rouille et tout, ça passe. C'est en fin de vie aussi, des fois, les voitures. Mais non, en fait, c'est très drôle parce que j'ai commencé à être dans l'automobile parce que j'ai eu des hold-up dans des boutiques de linge, dans des dépanneurs. Puis mon réflexe a été de me dire, moi, je vais me foutre dans un garage, là, entouré d'hommes, il n'y a pas un maudit qui va rentrer ici pour me hold-upper. C'est comme ça que je suis rentrée dans le monde automobile. Et finalement, j'ai continué mes études en administration, puis je suis restée dans l'automobile. Puis finalement, en 2015, dans le fond, ma grand-mère est décédée. Puis j'étais avec elle. Et la même année, on a su que ma mère avait son cancer. Donc, ça a été comme un... Ma mère est décédée le 23 juin 2019. Donc, hier, c'était son 2 ans depuis son départ. Fait que entre le décès de ma grand-mère, qui était comme ma deuxième maman, que j'ai vécu comme une bénédiction d'être là. Genre, legit, j'étais aux anges, mais tu sais, je suis peut-être un peu bizarre, mais j'ai toujours eu une espèce de fascination pour la mort, justement. J'en ai jamais vraiment eu peur. Fait que c'était déjà en moi, tu sais. Mais quand je l'ai vu partir, ça a fait, il y a quelque chose à faire avec ça, mais c'était pas le temps dans ma vie, tu sais. Puis là, quand ma mère est partie, elle est restée 3 mois aux soins palliatifs, ce qui est long, là, parce qu'en général, on reste environ 3 semaines dans un étage de soins pal. Donc, on a eu le temps de se faire amis avec des soignants, que ce soit les préposés, que ce soit même d'autres patients. Puis, je me ramassais à être assise dans une chambre de quelqu'un que je connaissais pas. Puis là, j'y tenais la main, puis on parlait de ce qui se passait, puis qu'est-ce qui s'en venait. Puis, ouais, j'ai demandé la médicale à mourir, ça va être samedi. Puis on en jasait, puis j'étais comme, my God, je suis donc bien bonne à ça. Tu sais, j'étais comme, j'aime ça. En plus, j'ai l'impression, tu sais, je sortais des chambres, puis j'avais l'impression que j'avais fait un bon geste. Ce que j'avais pas comme feeling en travaillant en administration, tu sais. Je veux dire, j'étais assez vide là, dans mes émotions par rapport à mon travail. Là. J'avais pas de thrill à aller travailler le matin, tu sais. Mais ça, je me suis dit, je pense que je pourrais apporter quelque chose, puis ces gens-là m'apportent énormément aussi. Fait que ça a été ça qui a fait le switch, tu sais. Puis là, j'ai décidé d'étudier là-dedans. Parce que, tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, je pensais que c'était tenir la main, puis tout ça, mais, tu sais, on apprend la thérapie en relation d'aide dans nos formations. Tu sais, c'est beaucoup plus large que, par exemple, comme il y a des organismes comme Albatros, eux autres qui font du bénévolat. Ils ont des bénévoles qui vont accompagner les gens, mais, tu sais, ils ont une formation, mais c'est vraiment de l'accompagnement, tu sais, de base, là. Tu sais, nous, on a vraiment... j'ai dit de thérapeute avec toutes mes études recueillies ensemble. Fait que je peux faire de la relation d'aide, tu sais, je peux aller gratter les bobos un peu. J'ai cette capacité-là à pas, je remplacerai jamais un psychologue parce que je fais pas de diagnostic ou whatever, sauf que j'ai des clientes que je suis à toutes les semaines,
qui, à la place d'aller voir un psychologue, c'est avec moi qui jase, tu sais, parce que j'ai appris ces choses-là. Fait que ça a comme été, ça a été un retour aux études qui m'a permis d'avancer dans mon propre deuil à moi. Parce que, dans le fond, j'ai commencé, puis ma mère, ça faisait quelques mois qu'elle était décédée, là. Fait qu'en même temps, ça m'a fait travailler sur mes choses, tu sais, sur mes émotions que je vivais, puis ça m'a juste confirmé que j'étais à la bonne place. Puis j'ai continué comme ça. Puis j'ai ajouté après ça le deuil périnatal, qui est super important à mes yeux pour l'avoir vécu, puis être entourée de gens qui l'ont vécu. Parce que c'est la mort en soi, ça reste une mort. Un bébé, que ce soit une fausse couche ou que ce soit mort-né ou peu importe, c'est un cas de mort aussi. T'sais. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a amené là. C'est pas mal mes expériences personnelles. C'est fou parce que moi, je dis tout le temps, on devient la thérapeute qu'on aurait eu besoin il y a une couple d'années. Puis, ouais, c'est ça. Je vois ta face. Vraiment. Je te le dis, là, je m'auto-guéris avec les gens que j'aide. C'est un super beau privilège qu'on a de pouvoir faire ça. Je pense que dans nos sphères comme dans nos professions respectives, je pense que c'est le plus beau cadeau aussi qu'on peut s'offrir en tant que thérapeute d'accepter cette vulnérabilité-là face à nous-mêmes, de se confronter à ben, regarde, mon histoire, c'est ça. Je vais arrêter de la cacher. Puis il y a sûrement d'autres personnes sur la planète qui ont vécu la même maudite affaire que moi. Puis moi, je suis prête à vous aider parce que j'ai vécu X affaires. Oui. Parce que dans un cadre professionnel, je ne sais pas vous autres comment ça fonctionne dans votre profession, mais nous autres, la première affaire qu'on nous dit à l'école, c'est là, tu ne vas pas parler de toi, là. Nous autres aussi. Et pourtant, la journée que tu commences à parler de toi-même, on dirait que ça t'enlève pas le côté professionnel, ça fait juste humaniser ta profession. Mais ça brise des barrières de comme, tu sais, t'es tout nu ce matin, bestie, comme tu peux-tu être à l'aise, là? C'est ça. Tu sais, fait qu'on part de là, puis moi, il y a un point que j'ai aimé, ben là, c'est ça, tu as parlé de ta spécialisation par rapport au deuil périnatal. Oui. Moi, j'aimerais ça que tu nous en reparles dans notre prochain épisode la semaine prochaine. Clairement, ça va me faire plaisir. Merci énormément de ton partage. Moi, je retiens mariage, célébration de vie. Moi, je peux pas le dire parce que je vais le manifester, mais je vais toucher du bois. J'ai un peu hâte de mourir. En tout cas, j'ai hâte au moins de le planifier. Au moins, ça va être fait. Parce que Marie, ce qu'elle lance dans l'univers, ça arrive. Fait que souvent, il faut qu'elle fasse attention. Je ne pas, mais je vais planifier ma vie. En fait, je vais planifier ma célébration de vie. Tu sais, parce qu'il faut commencer par vivre pour mourir. Fait que, merci Cynthia pour ta présence. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres.